Pensez-vous que les cookies font grossir et que les courgettes font maigrir? Pour répondre à cette question, la première question avant de parler de métabolisme, ce que vous voulez surtout c'est perdre du poids, donc la première chose à comprendre c'est comment fonctionne physiologiquement une perte de poids. La première chose à comprendre, le premier concept à bien comprendre quand on parle de perte de poids, c'est ce qu'on appelle la balance calorique, c'est le bilan énergétique, on appelle ça aussi comme ça. C'est la différence entre le nombre de calories qu'on va manger et le nombre de calories que notre corps va dépenser pour vivre, pour respirer, pour travailler, pour faire du sport. Donc, je vais manger un certain nombre de calories. Et ce qui va se passer, c'est que si je suis dans un bilan énergétique où je vais avoir plus de dépenses énergétiques que d'apports, dans ce cas-là, je vais perdre du poids. Je suis en déficit calorique. Si le nombre de calories que je vais manger est égal au nombre de calories que je vais dépenser, dans ce cas-là, mon poids va rester stable. Et à l'inverse, si je mange plus de calories que ce que mon corps va en dépenser, dans ce cas-là, je prends du poids. Je suis dans une situation de surplus calorique. Donc, pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Il y a deux manières de créer un déficit calorique. La première chose, c'est de manger moins de calories. Ça, c'est important, sauf que c'est limité. C'est pas une stratégie qui est viable sur le long terme. Donc le déficit calorique, vous l'avez compris, c'est vraiment ici la différence entre le nombre de calories que mon corps va dépenser et le nombre de calories que je vais manger. Donc première stratégie, forcément je mange moins de calories que ce que j'en dépense. Je vais perdre du poids. Mais le problème, c'est que ça, c'est limité parce que tout ça, si on creuse trop le déficit calorique, comme on dit, on va s'affaiblir, on va avoir moins d'énergie, on va être plus fatigué, on va être plus irritable. Donc, c'est pas tenable sur la durée. La deuxième stratégie, c'est de bouger plus. Ça, c'est beaucoup plus facile à faire, en fait. Pour créer cet écart entre le nombre de calories mangées et le nombre de calories dépensées, c'est beaucoup plus facile de bouger plus. En réalité, on fait un peu les deux. C'est-à-dire qu'on va soigner stratégiquement notre alimentation, mais on va aussi augmenter, dans la mesure du possible, petit à petit, doucement mais sûrement, notre dépense énergétique. En réalité, voilà, on fait les deux. Donc l'idée à retenir, c'est qu'il n'y a pas d'aliments qui font maigrir, il n'y a pas d'aliments qui font grossir. Peu importe quand je les mange, ces aliments, dans la journée, c'est toujours le bilan énergétique. Toujours ça. Ok? Donc remettre ça en question, c'est comme remettre en question la gravité. C'est ce qu'on appelle les lois de la thermodynamique. Je vous redonne un exemple. Si ma maintenance calorique, donc le nombre de calories que je dois manger pour maintenir mon poids, si ça c'est 1700 calories, si je mange moins de calories, je vais perdre du poids. Si je mange plus de calories, je vais prendre du poids. Peut-être que vous pensez que votre métabolisme, il est bloqué, que votre corps ne veut pas perdre de poids, c'est peut-être même des choses qu'on vous a dites. Et pour répondre à cette question, il faut comprendre ce que c'est que le métabolisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le métabolisme? Alors, d'un point de vue factuel, la définition, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent au sein de notre corps pour lui permettre de se maintenir en vie, de se reproduire, de se développer, de s'adapter à son environnement. En gros, c'est la totalité des échanges énergétiques du corps humain qu'on exprime, vous l'avez compris, en calories, en kilocalories. Donc, c'est le nombre de calories dépensées par mon corps. Ça, c'est ce qu'on appelle le métabolisme. Il y a un concept qu'il faut très très bien comprendre quand on parle de métabolisme, c'est que le corps, en fait, c'est une formidable machine d'adaptation. Le métabolisme, il est différent selon les personnes. Il y a des personnes qui ont un métabolisme dit rapide, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une grosse dépense calorique, et il y a des personnes qui ont un métabolisme un peu plus lent, donc ils vont avoir une plus faible dépense calorique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez la sensation de manger la même chose que votre voisin ou que votre voisine, vous dites, je comprends à cette personne, je mange la même chose qu'elle, et elle est fine, ou lui, il est fin, et moi, je prends du poids, et elle garde son poids. Tout simplement parce que vous avez des métabolismes différents, mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez influencer ça. Donc, c'est pas une fatalité, et vous pouvez influencer la façon dont votre corps dépense de l'énergie, notamment via votre activité physique, bien sûr, mais aussi via la qualité de votre alimentation, et vous allez voir, on va revenir sur ce point un peu plus tard. Donc, on parle de dépenses énergétiques, encore une fois, exprimées en calories, en kilocalories par jour. Par exemple, votre dépense énergétique, c'est 1700 calories. C'est peut-être pas le cas, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins, mais c'est un exemple. Donc la dépense énergétique, elle est composée de différentes choses. La première chose, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Ça, c'est 60-70% de notre dépense énergétique. C'est le métabolisme de base, c'est l'énergie que je vais dépenser au repos si je reste allongé sans rien faire toute la journée. Ensuite, 10-15%, ça va être la digestion. Donc ça dépend du type de repas. Est-ce qu'il y a plus de protéines? Est-ce qu'il y a plus de fibres? Est-ce que c'est des aliments transformés ou est-ce que c'est des aliments bruts? Ça, c'est le nombre de calories que notre corps va dépenser pour digérer. C'est-à-dire, je vais manger certains aliments, et en fonction de quels aliments c'est, si c'est protéines, fibres, etc., le corps il va dépenser plus ou moins d'énergie. Troisième chose, ça c'est 5-15% de notre dépense énergétique quotidienne, c'est le sport. Et vous voyez que finalement, c'est pas grand-chose. Donc tout miser sur le sport, c'est aussi la raison pour laquelle on peut aller courir tous les jours, on peut faire du sport tous les jours, mais si on mise tout sur le sport, ça va pas suffire parce qu'en réalité, ça ne représente que 5-15% de notre dépense énergétique. C'est significatif, mais on peut pas tout miser là-dessus. Donc ça, bien sûr,
Le nombre de calories qu'on va dépenser pendant le sport, ça va dépendre de quel sport on fait, de quelle durée, de l'intensité de l'exercice. Et enfin, la dernière chose, c'est ce qu'on appelle le NEAT. Le NEAT, ça veut dire Non-Exercise Activity Thermogenesis en anglais. Ça veut dire la dépense énergétique qui est non liée à l'exercice, donc toute la dépense énergétique qui n'est pas du sport. C'est-à-dire, par exemple, comme je vous parle ici, j'utilise mes mains, je suis un peu en train de bouger sur ma chaise, quand je marche, tout ça, ce qu'on appelle le NEAT. Et ça, c'est beaucoup plus significatif que ce qu'on pense. C'est-à-dire que là, on est à 10-15% de notre dépense énergétique quotidienne. Donc si ces facteurs changent, le métabolisme va être modifié. Le nombre de calories que je vais dépenser tous les jours va être modifié en fonction de ces différents facteurs. Et ça détermine notre dépense énergétique quotidienne, encore une fois qu'on exprime en kilocalories. Le métabolisme de base, ça représente jusqu'à 70% de notre dépense énergétique journalière. On peut se dire, c'est quand même énorme, donc presque c'est comme une fatalité. Non, c'est pas une fatalité, parce que dans les 60-70%, derrière, il va rester 40% sur lesquels on a du contrôle. Augmenter la dépense énergétique liée à ma digestion, je peux soigner la qualité de mon alimentation. Je peux mettre plus de protéines dans mon alimentation, je peux mettre plus de fibres. Et ça va dépenser plus d'énergie que si je mange des aliments transformés. Je peux faire du sport. Je peux augmenter mon activité qui n'est pas du sport, donc le NEAT, la marche, etc. Il nous reste le contrôle sur 30% de notre dépense énergétique journalière. Et ça, c'est significatif. Et c'est ça, quand on met du focus là-dessus, qui va nous permettre de perdre du poids stratégiquement et intelligemment. Donc la grande idée à retenir, c'est que les principes de base restent les mêmes pour tout le monde. Perte de poids égale déficit calorique. On joue tous au même jeu, mais avec des cartes différentes. Donc le métabolisme, il est différent. Le genre de conneries que vous avez probablement déjà entendu, c'est normal, tu perds pas de poids parce que ton corps est en mode famine. Il va stocker du gras, il stocke, voilà, ton corps il peut plus perdre du poids. Il refuse de perdre du poids, tu l'as trop malmené avec les régimes. Alors ça, c'est dommage parce qu'en fait, l'idée elle fait sens. Oui, lors d'une perte de poids, il y a ce qu'on appelle des adaptations métaboliques, c'est-à-dire que le métabolisme de base, il va un peu diminuer, mais leur impact à ces adaptations métaboliques, il est grandement surestimé. Même dans des cas cliniques extrêmes, on se rend compte que le métabolisme ne va pas ralentir de plus de 15%, et on a pas mal de données scientifiques pour ça. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui va vous démontrer que le métabolisme n'est pas bloqué, que le mode famine n'existe pas. C'est l'expérience de semi-famine du Minnesota qui a été fait par le Dr Keyes et ses collègues en 1950. Alors, je vous explique rapidement le contexte. Il y a des hommes qui veulent pas aller à la guerre. Alors, ça a été publié en 1950, mais c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Des hommes qui veulent pas aller à la guerre. 24 semaines en déficit calorique énorme. On leur dit, ok, vous les gars, vous voulez pas aller à la guerre, vous voulez pas aller vous battre, on va faire une expérience sur vous et vous allez voir que ça va pas être facile. Et ces gars-là, ils ont préféré faire ça plutôt que d'aller à la guerre. 24 semaines en déficit calorique énorme. Donc 35 km de marche par jour. 15 heures de travail physique, 15 heures d'activité pédagogique par semaine. Alimentation, pâtes, pommes de terre, que des glucides, que des féculents, très peu de protéines. Petit clin d'œil à ceux qui vont dire, oui, mais si on mange trop de glucides, l'insuline, etc., du coup, on perd pas de poids. Donc ils mangeaient bien trop peu par rapport à leurs besoins, et en plus, ils n'avaient pas une très bonne qualité d'alimentation, voire c'était affreux, très peu de protéines. À votre avis, comment ils ont fini? S'il y avait vraiment un mode famine pendant lequel le corps il refuse de perdre du poids, en fait, il n'y aurait pas de problème de famine dans le monde, hein. Pourtant, en Somalie, en Afghanistan, en Syrie, il y a des gens qui meurent de faim, en fait. Est-ce qu'il y a vraiment un mode famine? Est-ce que le corps, tout d'un coup, dit « Ah, là, j'ai pas assez de nourriture, j'arrête de maigrir », et puis la vie continue? Bien sûr que non. Ces gars-là, ils mangeaient bien trop peu par rapport à leurs besoins, et comment ils ont fini? Ils ont fini comme ça. Ils ont fini avec la peau sur les os, très fatigués, avec des troubles psychiques sévères. Donc, bien sûr, perdu du poids. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le mode famine n'existe pas. Le métabolisme, il est pas bloqué. Le corps, il s'adapte. Oui, il peut un peu ralentir, mais il n'y a aucune situation qui vous empêche de perdre du poids. Oui, la perte de poids, elle peut être ralentie, elle peut être complexifiée. Rien qui vous empêche physiologiquement de perdre du poids. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si je ne perds pas de poids, c'est que c'est pas mon corps qui est en mode famine, en mode survie. Ça, vous l'avez sûrement aussi entendu. Votre corps, ton corps est en mode survie, là, donc du coup, il va pas perdre du poids. Non, c'est pas parce que votre métabolisme il est bloqué, c'est parce que je ne suis pas en déficit calorique. Ça, c'est ce que dit la science et les lois de la thermodynamie. Encore une fois, remettre ça en question, c'est remettre en question des choses élémentaires comme la gravité. Les cookies font grossir ou pas? Les courgettes, elles font maigrir ou pas? Pourquoi on a davantage envie de manger ce cookie que des courgettes? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des aliments déclencheurs. Vous avez remarqué que quand vous avez peut-être une journée compliquée, quand vous êtes fatigué émotionnellement, vous avez davantage envie de vous tourner vers des chips que vers des carottes et des courgettes. Pourquoi? Il y a une raison très scientifique, très chimique à ça, et je vais vous l'expliquer très simplement aujourd'hui. Vous allez comprendre que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Pourquoi on craque sur les chips, le chocolat, les gâteaux? Parce qu'il y a vraiment une notion de plaisir dans l'alimentation. Et l'industrie agroalimentaire a très bien compris ça. C'est-à-dire que l'industrie agroalimentaire crée des aliments qui n'existent pas dans la nature,
sucres qui sont chimiquement modifiés et qui contiennent ce qu'on appelle le bliss point. Alors le bliss point, c'est un concept qui va décrire un aliment qui est parfaitement équilibré en sucre, en sel, en graisse, et c'est ça qui va le rendre vraiment délicieux. Si parfois vous avez la sensation d'être accro au sucre, un peu moins souvent on a la sensation d'être accro au gras, en réalité, vous conviendrez que vous n'allez pas vous faire des petites cuillères de sucre en poudre, vous n'allez pas boire la bouteille d'huile d'olive. Par contre, si vous réfléchissez un instant, vous allez aux aliments vraiment sur lesquels vous avez tendance à craquer, vous allez voir que c'est souvent des aliments qui contiennent ce fameux bliss point, donc c'est l'association graisse, une pointe de sel. Souvent, il y a de la texture qui est rajoutée comme du craquant, et c'est ça qui va, dans une fine proportion, quand ces trois-là sont associés, qui va créer vraiment cette sensation de plaisir immédiat quand on va manger quelque chose. Donc si vous avez tendance à vous réconforter avec ces aliments, c'est pas votre faute, vous n'avez pas de problème, c'est une réaction à la base primitive. Alors je vais vous montrer une petite vidéo. Ça, c'est un enfant qui goûte pour la première fois de la glace. Alors regardez bien la sensation. Quand vous voyez ses yeux là, quand il goûte la glace la première fois, il veut plus la lâcher. Parce que il y a vraiment ce truc de je goûte la glace pour la première fois, il se passe chimiquement une réaction dans le cerveau, bliss point, et vous voyez, il veut plus la lâcher parce que c'est hyper bon. Et c'est drôle de voir, on peut revoir la vidéo, il commence et boum, très rapidement, vous allez voir, hop, il veut plus lâcher la glace. Ça, ce qui se passe, c'est vraiment parce qu'il y a une réponse dopaminergique, comme on dit, dans son cerveau. Et le problème, c'est que manger des aliments avec un équilibre spécifique de graisse, de sucre, ça va libérer cette dopamine dans le cerveau. Et ça crée souvent un souvenir de récompense et une envie de répéter l'expérience. Et le problème, c'est que plus on vit ça souvent, plus il y a ce qu'on appelle une diminution de la sensibilité, la consommation d'aliments, elle continue, et plus on continue à manger ces aliments qui contiennent ce fameux bliss point, ça peut réduire la sensibilité aux effets de la dopamine, ce qui nécessite à terme une consommation plus importante, avec une fréquence plus importante, pour obtenir toujours la même satisfaction. Ça crée une forme de dépendance potentielle, même s'il n'y a pas vraiment dans la littérature une forme de dépendance à la nourriture qui est diagnostiquée, même s'il commence à y avoir des données là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout c'est la recherche constante de la récompense dopaminergique qui peut mener à une sorte de sensation de la nourriture, c'est plus fort que moi, j'ai toujours besoin d'y revenir, et surtout quand le contexte émotionnel est chargé. Donc ça fait une réduction des récepteurs de la dopamine, et ça peut amener petit à petit à avoir toujours envie de consommer ces aliments. Donc plus on consomme ce genre d'aliments, plus le circuit de la récompense il est activé dans le cerveau. Alors comment éviter de craquer sur des aliments qui sont très caloriques? Déjà, il y a une notion de bon sens, c'est-à-dire que si vous êtes chez vous, ça doit être votre endroit sain, safe, dans lequel vous vous sentez en sécurité. Donc idéalement, essayez de ne pas les avoir dans vos placards. Alors souvent j'entends oui, mais j'ai les enfants à la maison, j'ai mon conjoint, etc. Dans ce cas-là, vous pouvez bien sûr les laisser faire leur vie, et faites en sorte de ne pas les voir, de les mettre dans un placard. Vous savez que c'est ce placard-là, vous ne l'ouvrez pas. Visuellement, il se passe quelque chose dans le cerveau. Plus c'est facilement, rapidement accessible, plus on a tendance à le surconsommer. C'est comme si vous essayez d'arrêter de fumer, vous laissez un paquet de cigarettes avec un briquet sur la table, ça va être beaucoup plus difficile d'arrêter de fumer. D'ailleurs, c'est l'erreur que font énormément de personnes qui veulent arrêter de fumer, qui se disent ouais, j'en ai toujours dans mon sac en ce moment, voilà, ça me rassure. Ben non, c'est le pire moyen en fait de se libérer de manière durable de la cigarette, c'est de l'avoir facilement, rapidement accessible. C'est pareil avec les aliments sur lesquels vous avez la sensation de craquer. Donc solution, faites vos courses en ayant mangé un vrai repas. Ça aussi, il y a beaucoup de données scientifiques qui montrent que faire ses courses quand on a faim, on va naturellement acheter des aliments qui vont être moins stratégiques juste parce qu'on a faim. Donc il faut vraiment comprendre que notre cerveau, nos émotions, ça dicte vraiment nos actions. Avec une liste de courses, ou idéalement vous faites, vous savez, des drives où vous faites livrer les courses. Ça permet aussi d'éviter de passer dans les rayons où vous avez tendance à craquer sur certains aliments. Il y a aussi un point qui est très important pour les femmes, c'est la considération du cycle menstruel. Alors à certains moments du cycle, principalement souvent la dernière semaine du cycle et la première, il y a certaines femmes qui sont sujettes à un appétit un peu plus important, à des envies d'aliments réconfortants un peu plus importants. Ça, c'est lié aux changements hormonaux qui surviennent avant les règles, et ça altère un peu parfois, à des degrés différents chez les femmes, le contrôle de l'appétit. Donc il y a certaines femmes qui connaissent davantage ces envies de sucre, de grignotage pendant la semaine avant ou après les règles. Et une solution, à ce moment-là, si vous êtes dans une période de perte de poids, ça peut être de revenir dans une situation de maintenance calorique pendant cette période, en augmentant notamment tout simplement les féculents à chaque repas, le pain, pommes de terre, le riz. Ça permet éventuellement dans ces périodes-là d'éviter d'éventuelles pertes de contrôle qui vont vous amener à manger plus que ce que vous voudriez. Il y a aussi un lien avec ça. Donc, information à retenir. Le bilan énergétique détermine l'évolution de mon poids. Si vous n'êtes pas en déficit calorique, vous ne perdez pas de poids. Et parfois, ce qui est un peu insidieux, c'est qu'on croit qu'on fait tout bien et qu'on est en déficit calorique, alors qu'en fait, on ne l'est pas.
Et ça, c'est aussi des points sur lesquels on aide énormément les personnes qu'on accompagne. C'est vraiment à comprendre en fait pourquoi elles perdent du poids, pourquoi elles ne perdent pas de poids et de retrouver une certaine sensation de contrôle sain, bienveillant envers leur nourriture elle-même. Et c'est ça qui va débloquer leur perte de poids et qui va faire qu'elles vont maintenir ça sur la durée. Donc première information, le bilan énergétique détermine l'évolution de mon poids. Et deuxième information, certains aliments ont tendance à être facilement surconsommés, notamment ceux qui contiennent le Bliss Point. Alors pourquoi vous n'êtes pas en déficit calorique? Parce que pourtant vous savez comment faire. Il y a beaucoup de personnes avec qui on travaille qui vont dire mais je sais exactement quoi faire. Les régimes, tout ça, j'ai essayé, je sais quoi faire. On vous a rabâché ça pendant des années, les légumes, etc. Et pourquoi vous n'y arrivez pas? La question à vous poser, c'est quel rapport vous allez entretenir avec la nourriture. Si vous avez un mauvais rapport avec la nourriture, tout ce que vous mettrez en place ne fonctionnera jamais sur le long terme. Retenez bien ça. Si vous avez un mauvais rapport avec la nourriture, tout ce que vous mettrez en place d'un point de vue technique, les régimes, le sport, etc., ça ne fonctionnera jamais sur le long terme. À court terme, vous perdrez du poids. À long terme, vous le reprendrez toujours. C'est toujours à la base de la base, votre rapport, la relation que vous entretenez avec la nourriture qui va définir l'évolution de votre poids et de votre santé en règle générale. Donc le vrai problème, c'est que souvent, 80% du temps, on va avoir l'impression de tout faire bien. On va manger de la salade, des protéines de qualité, on va bien marcher. Et 20% du temps, pour X ou Y raison, on va se réconforter avec la nourriture et là on va manger des aliments qui vont être très caloriques et c'est ça qui va nous faire passer d'une situation potentiellement de déficit calorique où je perds du poids petit à petit et tout va bien, à chaque fois je compense le déficit calorique, tout le reste en fait, le 20% du temps où je vais avoir de l'alimentation émotionnelle. C'est un petit peu comme si vous essayez de vider une passoire. Si ça, c'est un peu votre corps avec votre stock de graisse, on va dire, et il y a des petits trous dans la passoire. Donc vous, ce que vous faites, c'est vous essayez avec 80% du temps, vous allez faire du sport, vous allez marcher, vous allez bien manger, vous allez prendre soin de vous, vous allez abaisser votre niveau de stress, vous allez soigner votre niveau de sommeil, et vous allez tout faire bien. Donc la passoire, elle va se vider petit à petit. Sauf que 20% du temps, c'est comme si vous remplissez la passoire et à des degrés, à des intensités différentes. Là, sur l'image, on voit bien, c'est comme si vous mettiez le pommeau de douche sur la passoire, forcément la passoire va se re-remplir. Oui, elle se vide un peu, mais elle se remplit plus vite parce qu'elle va se vider et même elle déborde. Et ça, c'est ce qui fait que on a tendance à prendre du poids, même quand on a la sensation de faire attention. Donc déjà, la première bonne étape, c'est de faire en sorte que le filet d'eau qui arrive dans la passoire, il soit de la même intensité que l'eau qui sort de la passoire. C'est ce qu'on appelle la maintenance calorique, c'est quand on maintient son poids. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle en fait, quand on souffre d'alimentation émotionnelle, qu'on a un mauvais rapport avec la nourriture, de retrouver progressivement un rapport sain avec la nourriture, ça va faire en sorte que même quand il y a des petits aléas de l'alimentation émotionnelle par-ci par-là, au global, on est à maintenance calorique. Donc souvent, on sait, oui, ça va pas assez vite, on voudrait perdre du poids rapidement. Déjà, la première bonne nouvelle, c'est d'arrêter de prendre du poids. Pour perdre du poids, vous allez devoir passer par une phase où vous allez arrêter de prendre du poids. Le jour où vous avez un rapport sain avec la nourriture et que vous allez réussir à répéter assez longtemps par le fruit de l'effet cumulé les actions qui vont vous amener à perdre du poids petit à petit et qu'il n'y a plus cette alimentation émotionnelle, ce rapport malsain avec la nourriture, la passoire elle va se vider petit à petit. Et parce qu'elle s'est vidée, parce qu'on a arrêté de rajouter de l'eau dedans, il n'y a plus d'alimentation émotionnelle dans cette métaphore. Si ça, il n'y a plus ça, en fait, elle aura plus de raison de se remplir. Et souvent, on se concentre sur perdre du poids, perdre du poids, perdre du poids, alors qu'on ne considère pas la raison pour laquelle pris du poids. Et c'est le premier truc, la première chose sur lesquelles on travaille avec les personnes qu'on accompagne. Donc, si vous voulez perdre du poids, la grande idée à retenir, c'est concentrez-vous d'abord sur la gestion de vos émotions et sur votre relation à l'alimentation, parce que la perte de poids ne sera toujours que la conséquence de ça. La perte de poids sera la conséquence de votre relation à l'alimentation, si et seulement si vous faites les choses correctement. Parce qu'une fois qu'on a fait correctement, qu'on a retrouvé un rapport sain avec la nourriture, vous voyez qu'en fait ici, ça c'est les 3 piliers de la perte de poids durable. Ici, il y a la gestion émotionnelle, mais il reste d'autres piliers. C'est finalement la gestion émotionnelle, le rapport à la nourriture, c'est finalement que la plus grande partie de puzzle, on va dire, mais il reste les autres parties du puzzle. Et donc, bien sûr, il va falloir considérer votre bien-être, c'est-à-dire savoir gérer votre temps, votre énergie, votre stress, votre sommeil, mais aussi avoir une vraie stratégie de perte de graisse, et on va en parler dans un instant. Donc, on vient de voir comment perdre du poids. Aujourd'hui, vous dites, ok, moi je veux perdre du poids. Combien de kilos vous voulez perdre? Et je vais vous raconter l'histoire de Tiffen. Tiffen, elle me dit, alors moi si je mange ça, Charles, j'y prends 2 kilos. Et du coup, je me pèse et mon poids, il a pris 2 kilos. Donc je monte sur la balance et finalement, je me dis, je suis en colère contre moi-même, je me dis que je suis nul. Et le lendemain, en fait, j'ai perdu 1 kilo. Donc là, je me dis, ah, trop bien, ce que j'ai fait, c'est bien. Et du coup, je vais un peu me relâcher sur mes efforts. Est-ce que ça vous arrive, ça? Vous réagissez dans l'émotion. C'est-à-dire que votre poids, il a monté, vous êtes malheureuse, vous allez vous priver. Soit c'est super, je perds du poids, je me fais plaisir, trop manger, le poids il remonte et après je me dis, ah, c'est horrible, je suis nul. Parfois, vous croyez que vous avez un problème. Mais le vrai problème, c'est ça. C'est que vous voulez perdre du poids. Sauf que c'est littéralement dangereux de vouloir perdre du poids. Retenez bien cette idée. Dangereux de vouloir perdre, entre guillemets,
du poids. Je vais vous expliquer pourquoi c'est dangereux. Quand vous faites un régime, vous allez perdre du poids, vous allez faire une perte de poids entre guillemets un peu n'importe comment. Alors c'est pas de votre faute, c'est juste quand on fait une perte de poids qui est mal faite, vous allez perdre plus de masse musculaire que de graisse. Quand vous allez reprendre du poids, là vous allez reprendre uniquement de la graisse. Donc peut-être que vous vous dites OK, je fais 70 kilos. Là je perds du poids, disons ici j'arrive à 67. Après je reprends du poids, je suis à 70. Après je repère du poids, je suis à 63. Et après, je reprends du poids, je suis à 70. Vous allez dire, merde, à chaque fois, je reviens à la case départ. Sauf que vous êtes loin d'être à la case départ. Parce qu'à chaque fois, vous perdez de la masse musculaire, un peu de graisse, mais à chaque fois, vous ne reprenez que de la graisse. Donc, vous êtes loin d'être à la case départ. La situation, elle s'empire, en fait. Et le problème, quand on ne comprend pas ça, on se dit, je reviens toujours. Et puis, oui, c'est fatigant de revenir à la case départ. Mais non, la situation, elle s'empire, en fait. Votre santé, elle se dégrade. Et c'est pour ça que vous voyez, d'ailleurs, que c'est toujours de plus en plus difficile de perdre du poids. Donc, malheureusement, la situation, elle est pire que ce que vous pensez. La conséquence de toutes ces tentatives de perdre du poids, c'est que la situation, elle s'est empirée. Et c'est ça le danger des régimes yo-yo, c'est que ça baisse le métabolisme parce que vous avez de moins en moins de masse musculaire, avec toutes les complications en termes de santé que ça peut arriver, qui peuvent survenir avec ça. Ça dégrade la composition corporelle. Du coup, ça abaisse votre estime de vous-même. Ça provoque ce laisser-aller de foutu pour foutu et ça crée une forme d'appréhension face au changement. En fait, j'ai peur de tester quelque chose de nouveau parce que j'ai peur de revivre encore cette sensation, de me sentir nul à chaque fois que je tente de perdre du poids. Donc, qu'est-ce qu'on veut à la place? Vous voulez quoi? Vous voulez affiner votre silhouette. Donc, qu'est-ce que ça signifie physiologiquement? Ça veut dire qu'en fait, vous voulez pas perdre du poids, vous voulez perdre de la graisse. Vous voulez conserver, voire développer votre masse musculaire. Et la balance, elle vous le dit ça? Les variations là, de poids sur la balance, elles indiquent pas si c'est de l'eau, si c'est du muscle, si c'est de la graisse. Elle vous le dit ça, la balance? Et si vous faites de la rétention d'eau parce que vous avez mangé un repas plus chargé en féculents, en glucides la veille? Elle vous le dit? Et si vous avez encore de la nourriture en circulation dans vos intestins parce que vous n'êtes pas allé aux toilettes. Et si votre niveau de stress il est au plafond en ce moment, que le niveau de cortisol il est au plafond, vous faites de la rétention d'eau, et si vous êtes dans la période de votre cycle qui provoque aussi une rétention d'eau, elle vous dit ça la balance? Non. Donc faites l'exercice demain. Pesez-vous, buvez un grand verre d'eau et repesez-vous derrière. Vous allez voir que vous allez prendre instantanément 200-300 grammes. Donc rester focus uniquement sur le point indiqué sur la balance n'a aucun sens. C'est ce que vous faites. C'est ce qu'on vous a appris à faire dans les régimes, c'est ce qu'on vous a appris dans les magazines, peu importe, dans l'inconscient collectif, on parle du poids, du poids, du poids, du poids. Donc faire une fixette uniquement sur le poids indiqué sur la balance, ça n'a aucun sens. Alors comment savoir si je perds de la graisse? Parce que là, vous commencez à comprendre que vous avez envie, finalement, pas de perdre du poids, de perdre de la graisse. Comment savoir si je perds de la graisse? À partir de maintenant, je vous recommande d'ajouter au suivi de l'évolution de votre poids, ajouter d'autres données. Parce que c'est ce qui se passe, en fait, dans la littérature scientifique quand on suit des personnes qui perdent de la graisse, qui perdent du poids, qui améliorent leur santé, on suit différentes données. À partir de maintenant, prenez vos mesures. Tour de taille au plus fin, tour de fesses au plus large. Vous allez acheter un mètre ruban à 15 € sur Amazon et toutes les semaines, le matin, à jeun, après être allé aux toilettes, vous vous pesez et vous prenez vos mesures une fois par semaine. Donc pour réussir, vous devez prendre du recul sur l'évolution de vos mesures. Pour ça, je vous donne l'outil indispensable pour réussir sa perte de graisse. Vous avez juste à commenter outil sous cette vidéo et vous allez le recevoir gratuitement. Une personne de l'équipe va revenir vers vous pour vous donner cet outil. Sinon, vous pouvez le faire sur une feuille de papier chez vous, mais c'est juste qu'il y a un outil qui calcule tout ça et ça nous fait plaisir de vous l'offrir. Donc, c'est tout simplement de noter la date, votre poids, tour de taille au plus fin, tour de fesses au plus large et idéalement, corréler ça aussi avec l'évolution de votre moyenne de pas hebdomadaire pour vérifier qu'elle est stable, qu'elle évolue un peu à la hausse parce que vous l'avez compris, pour créer un déficit calorique, il faut idéalement une des très bonnes manières faciles, c'est d'augmenter sa dépense énergétique et la marche est un très bon outil pour ça. Donc, vous ne voulez pas perdre du poids, vous voulez perdre le bon poids, vous voulez perdre de la graisse et conserver votre masse musculaire. Alors, comment perdre de la graisse et conserver sa masse musculaire? Première des choses, vous l'avez compris, être en déficit calorique. Deuxième des choses, une fois que je suis en déficit calorique, pour perdre de la graisse et pas de la masse musculaire, il faut manger assez de protéines. Troisième chose, idéalement en sollicitant votre masse musculaire, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est déjà faites le sport qui vous plaît, ce sera très bien pour commencer. Peut-être vous me dites, ouais, mais moi, ok, j'ai compris, les calories, ça compte, mais j'ai pas envie de les compter, moi, les calories. Alors, comment faire? Parce que même si on compte pas les calories, vous l'avez compris, elle compte toujours. Le corps, lui, il fait le bilan entre combien de calories j'ai mangé, combien de calories j'ai dépensé. Donc, comment perdre du poids sans compter les calories? 1, en mangeant assez de protéines. 2, en maximisant le volume alimentaire, on va y revenir. Et 3, en jouant sur la densité calorique. Alors, qu'est-ce que la densité calorique? La densité calorique, c'est le nombre de calories
d'un aliment pour 100 grammes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette densité calorique, elle est différente parmi les aliments. Okay, un burger, là, ici, dans l'image, 560 calories, ça va être un burger, une canette de coca. Ça fait 560 calories. Mais 560 calories aussi, c'est un sandwich au poulet rôti avec 3 tranches de pain, une salade de légumes avec la vinaigrette à part, une pomme, 175 grammes de yaourt. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Soit vous avez un burger, une canette de coca, soit vous avez des carottes, un sandwich, une pomme, une salade, un yaourt. Donc vous voyez que le volume alimentaire, nettement différent. Le burger, il est mou, vous allez le manger en 2 secondes. Le coca, c'est liquide, en 30 secondes, vous avez vu la canette. Donc vous voyez qu'ici, franchement, 5 minutes, vous pouvez manger ces 560 calories. Alors qu'à côté de ça, c'est littéralement impossible de manger tout ça en 5 minutes. Pourtant, il y a autant de calories. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un premier temps, et souvent on n'a même pas besoin d'y arriver, en tout cas chez les personnes qui souffrent d'alimentation émotionnelle, en plus c'est contre-productif, on n'a pas besoin en fait de compter les calories. Juste, il faut soigner la qualité de son alimentation. Densité calorique, il faut juste soigner la qualité de son alimentation. Une meilleure densité calorique, beaucoup plus de micronutriments, bien sûr, quand on mange des fruits, des légumes, des aliments non transformés, parce que ici, vous conviendrez qu'il y a beaucoup plus de vitamines, de minéraux que juste dans un burger et une canette de coca. Donc, c'est du bon sens, mais souvent, on a tendance à oublier ça ou même à pas forcément s'en rendre compte. Alors, pourquoi manger assez de protéines? 1. Conserver la masse musculaire. Rappelez-vous, vous voulez perdre le bon poids, vous voulez perdre de la graisse et conserver votre masse musculaire. Deuxième chose, les protéines, elles ont un rôle sur la satiété. C'est-à-dire, quand on mange des protéines, en réalité, on va avoir des niveaux de satiété qui petit à petit vont se lisser, on aura moins faim. Ça joue aussi sur les envies de craquage alimentaire. Pourquoi manger assez de végétaux? Déjà, première chose, c'est du volume alimentaire. Vous avez des fibres qui sont essentielles pour la santé. Bien sûr, on en parle très peu. Finalement, on parle souvent de perte de poids, de calories, etc. Ça fait évidemment un apport en micronutriments qui est suffisant. Plus vous variez la teneur en légumes, idéalement variez les couleurs, sélectionnez bien sûr, c'est du bon sens, mais sélectionnez toujours des aliments que vous savez que vous digérez. Plus vous allez varier ça, plus vous allez varier la palette de micronutriments, de vitamines, de minéraux dans votre corps. Et troisième chose, ils sont rassasiants parce qu'ils sont plutôt faibles en calories. Encore une fois, il y a du volume alimentaire. Donc tout ça, ça nous amène, toujours pour répondre à la question, rappelez-vous comment perdre du poids sans compter les calories, 2 questions à se poser avant chaque repas. À partir de maintenant et pour le reste de votre vie, si vous voulez rester en bonne santé, petit à petit atteindre votre poids de forme et le maintenir, posez-vous systématiquement ces 2 questions avant chaque repas. Quelle est ma source de protéines? Vous mettez une portion de protéines, donc ça peut être de la viande, des œufs, du fromage blanc, du skyr, du poisson, peu importe. Mettez une source de protéines, idéalement animale, mais ça peut être végétal. Alors tout simplement animal parce que c'est des protéines qu'on appelle des protéines complètes qui contiennent tous les acides aminés essentiels dont on a besoin, et c'est pas forcément le cas avec les protéines végétales, où ça demande un peu plus de connaissances, mais c'est tout à fait possible avec les protéines végétales. C'est juste que généralement, il faut quand même se faire plus accompagner là-dessus, sinon on a plus de risques de faire n'importe quoi. Donc une source de protéines, et 2, quelle est ma source de végétaux? 1 à 2 portions, et le reste ensuite. Je choisis mes protéines, par exemple, je vais manger du jambon, je prends des légumes, par exemple, je vais manger des carottes et des courgettes. Ensuite, dans la manière de composer mon assiette, là, je vais sélectionner les féculents, le chocolat, le truc. Donc déjà, juste sans rien s'interdire, mais en ayant du bon sens dans la sélection des aliments que vous allez manger, en répondant toujours à ces 2 questions, quelle est ma source de protéines, quelle est ma source de végétaux, le reste ensuite dans la manière de composer mon assiette. En faisant ça, vous allez faire mieux que 95% des gens qui cherchent à perdre du poids, et rien que ça peut vous amener une perte de poids significative sur la durée. Donc comment optimiser ces apports en protéines et végétaux? Donc je vous mets ici un exemple de portion. Alors c'est assez arbitraire, peut-être que vous avez besoin de plus, de moins. Dans un premier temps, franchement, vous prenez pas trop la tête. Dites-vous, je prends 2, 3 œufs, voire 4 œufs. Ça dépend vraiment de où est-ce que vous en êtes, mais restez simple. Mettez 100, 150 grammes de viande dans un repas, 100, 150 grammes de poisson. Ou, bien sûr, c'est soit de la viande, soit du poisson, soit du fromage blanc. Mais après, vous pouvez mixer aussi. Vous pouvez faire 100 grammes de viande et puis un petit fromage blanc 100 grammes en dessert. Ayez une source de protéines. Alors là, je suis sur les protéines animales. Je vous ai mis à titre indicatif les équivalents en protéines végétales. Donc bien sûr, allez pas manger 150 grammes de haricots rouges ou 170 grammes de tempeh ou 200 grammes de tofu. Grande chance que vous ayez mal au ventre, que vous le digériez pas. Mais par contre, vous pouvez mixer. Vous pouvez très bien faire des lentilles avec du jambon, par exemple. Ça marche très bien. Mais juste ayez une source de protéines, sans trop vous prendre la tête au début. Déjà, ayez de la régularité dans vos repas. Mangez à peu près aux mêmes heures, que ce soit dans des fenêtres de 2 heures. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de manger à midi, essayez de ne pas manger après 14 heures, parce que ça va aussi beaucoup vous aider à lisser vos niveaux de faim. Rajoutez des portions de protéines. Vous savez, souvent on entend manger 5 portions de fruits et légumes par jour, de végétaux, de manière assez arbitraire encore une fois. Considérez une portion égale environ 150 grammes. Donc ça peut être le matin, je prends une grosse pomme, 150 grammes. Le midi, je prends 200, 300 grammes de légumes. Si j'ai une collation, je vais prendre une grosse orange, environ 150 grammes. Et pareil, le soir, je peux reprendre 150 grammes de légumes. Vous voyez qu'en faisant ça,
vous avez une quantité significative de végétaux à l'échelle de la journée et donc vous avez une quantité significative de micronutriments. D'ailleurs, je vous partage cette anecdote assez intéressante au niveau scientifique, hein. Il y a des études qui montrent que manger 400 à 600 grammes de fruits et légumes par jour, donc c'est pas 400 grammes à 600 grammes de fruits plus 400 grammes de légumes, c'est les deux, ça réduit de 20% le risque de mortalité. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 20%, c'est une chance sur 5. Vous réduisez ça de 20%, juste en ayant assez de fruits et légumes. Pourquoi? Parce que vous avez des apports en fibres, des apports en micronutriments. Il y a de grandes chances aussi que vous soyez moins en surpoids parce que vous mettez plus de légumes. Donc c'est toujours par quoi je remplace mon alimentation. Ça réduit de 20% le risque de mortalité. Principe clé du succès d'une perte de poids, ne rien s'interdire. Si vous voulez atteindre votre poids de forme, il va falloir faire les choses correctement sur la durée. Et j'insiste sur la durée. Visez long terme. Vous voulez être en bonne santé pour le restant de votre vie. Mettez en place des actions que vous voyez maintenir. C'est pas un régime où on va se serrer pendant quelques mois et perdre du poids et reprendre nos habitudes d'avant le régime, après le régime. C'est ce qui fait que petit à petit, on reprend le poids perdu. Donc, ne rien s'interdire. Il faut faire les choses correctement sur la durée. Comment? En n'ayant aucune privation, aucune interdiction, mais ne rien s'interdire, ça signifie pas tout s'autoriser. Il y a un juste équilibre à trouver. Plus vous allez diaboliser un aliment, plus il va vous obséder. Ne le supprimez pas, sauf si c'est évidemment un aliment sur lequel vous avez tendance à compulser. Là, supprimez-le pendant un temps, travaillez sur vos émotions, puis vous pourrez le réintroduire petit à petit. Mais plus vous diabolisez un aliment ou l'alimentation en règle générale, plus ça va vous obséder. Donc la grande idée à retenir de tout ça, c'est vraiment, tant que vous avez un rapport compliqué avec l'alimentation, si c'est le cas, considérez d'abord la gestion de vos émotions pour retrouver un rapport sain avec la nourriture. Et c'est ça qui va vous permettre, si vous appliquez tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, de petit à petit perdre du poids sur la durée et de le maintenir à vie. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. Si votre corps refuse de maigrir, je vous ai préparé une autre vidéo que je vous mets juste ici, que je vous invite à aller voir. Et pour ma part, je vous retrouve avec le même plaisir dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.